Déjà pour me présenter, donc Franck Gauthier, dirigeant d'une société qui s'appelle Digital Corsair. On est une agence spécialisée en growth hacking depuis 2014, enfin growth hacking, growth marketing. Qu'est-ce que le growth hacking? Le growth hacking en fait c'est une méthode un peu transversale où en fait on va mêler à la fois le marketing, la vente, des compétences purement techniques et d'analyse de data pour créer des stratégies et aussi des tactiques opérationnelles pour gagner des clients, pour augmenter ta notoriété, enfin des choses comme ça. Donc c'est vraiment si tu veux, une jonction de plusieurs compétences, développeur, marketing et data en fait. Et je pourrais même te dire que en fait ce que n'est pas le growth hacking. Alors dis-moi, justement c'est intéressant. Alors si tu veux, en fait le problème c'est que je pense que tous les gens pensent maintenant que le growth hacking c'est purement de l'acquisition. Alors qu'en fait c'est pas que ça. Tu sais, on parle souvent du framework AR, où on se dit le growth hacking en fait sa méthode c'est d'optimiser tout le tunnel en fait qui est acquisition, activation, rétention, referral, revenu. On pourrait même rajouter un A qui est l'awareness, tu vois. Et vraiment le growth hacker c'est que lui il va travailler tous ces aspects du tunnel pour les optimiser. Donc si tu veux on n'est pas vraiment sur l'acquisition, on est plutôt sur de l'optimisation de conversion, mais de toutes ces étapes en fait. Et donc le growth hacker c'est essayer de trouver des tips qui vont améliorer chaque petite action, chaque tactique que tu fais dans ce tunnel. En fait. D'accord, alors donc il y a donc deux mots, growth et hacking. Alors en partie growth, la croissance. Dis-nous en fait si tu as des exemples et comment ça marche. La croissance déjà, je pense qu'il faut vraiment le voir en point de vue purement stratégique, c'est de se dire comment je peux faire pour augmenter la croissance. Donc la première des choses c'est de se dire c'est quoi en fait ton objectif d'entreprise. Mais j'aime bien parler un peu si tu veux la North Star métrique. Ouais, l'étoile du Nord. Ouais, ça c'est en fait les gens l'oublient souvent, c'est en fait, c'est quoi l'engrenage, le moteur de ton entreprise. Tu vois, si tu es une entreprise dans l'intermédiation, par exemple, tu sais, comme les Uber, machin, un Uber, par exemple, lui, son engrenage, c'est de se dire, c'est quoi, en fait, le nombre de gens qui prennent le Uber par rapport à la totalité du moyen de locomotion global. Tu vois, en fait, en gros, leur concurrence, c'est à la fois la voiture que le métro. Le vélo. Et donc, quand tu fais une stratégie comme ça, c'est toujours l'avoir en perspective, ça, et te dire quand je fais une action, Est-ce que ça va contribuer à atteindre mon objectif? Mais je suis d'accord avec toi, moi j'avais le même, à un moment donné je me focusais beaucoup sur le trafic, le nombre de leads générés par jour, le chiffre d'affaires, et j'avais une baisse de trafic, je travaillais sur le trafic, j'avais moins de leads, je disais faut que je fasse des choses. Et finalement je me suis dit mais Fred, le seul truc qui compte vraiment c'est le chiffre d'affaires, et travailler là-dessus, et c'est beaucoup plus simple de se dire est-ce que l'action que je vais faire va m'aider à améliorer mon chiffre d'affaires? Moi tu vois, quand on fait nos reporting, il y a un petit truc que j'aime bien, c'est d'avoir un tableau à 3 niveaux où tu as le reporting de ton action. Tu vois, tu dis ok, mon idée c'est de faire une stratégie de contenu. Ok, donc là tu fais un reporting en disant c'est quoi les portées trucs. Après tu as un deuxième niveau, c'est de se dire quel impact ça a eu sur mon chiffre d'affaires, et le troisième niveau quel impact ça a eu sur ma North Star. Et tu les pondères. Finalement ta première métrique elle est finalement tu la pondères à un niveau genre 25%, ta deuxième aussi à 25%, et ta troisième qui est hyper important, là tu la pondères à 50%. Et du coup ça te permet d'avoir une lecture hyper simple de ton action. Et plutôt que d'être dans l'idée de te dire non, j'ai fait une stratégie de contenu, je suis hyper focus sur la portée. Ah oui mais la portée ça veut rien dire en fait, c'est une manip métrique. Donc en ayant un tableau comme ça à plusieurs niveaux, ça permet d'avoir un indicateur clé à la fin qui est vraiment le reflet de son action en fait. Tu vois. Alors justement, on parle donc de croissance, de stratégie de croissance. Est-ce que tu me peux donner des petits exemples de ce que tu fais par la partie growth? Est-ce que c'est AR? Tu utilises aussi un cercle plutôt avec l'awareness qui est rajouté en plus? Ouais, alors alors justement, je suis en train de coécrire un livre avec Sébastien Tortu sur ce qu'on appelle l'ikigai de marque, qui est en fait une vision en fait que chaque marque devrait avoir sur ce qu'elle doit faire, être, ce que le client lui veut, ce en quoi elle est louée, ce pourquoi elle est payée. Et on aime bien utiliser en fait ce framework parce que ça permet de se remettre en condition de se dire si rien de tout ça n'est aligné, ça ne pourra pas aller. Si tu fais une stratégie d'acquisition mais que derrière ta marque elle n'est pas puissante, s'il n'y a pas une préférence de marque. Ouais, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Tu vas attirer, tu vas pas séduire parce que les gens diront mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Il faut rendre en fait ce qui endosse tes actions par une marque distinctive, tu vois. Tu vois, souvent on reçoit, tu vois, comme moi, comme toi, sans doute tu dois recevoir des invitations sur LinkedIn de gens, tu te dis mais il m'envoie une invitation, je sais pas qui c'est, il me promet des choses, qu'est-ce qui est différent entre sa promesse et celle du concurrent?
Donc si tu veux, ça fait toujours un flop. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, je réunis en fait ces 4 cercles et je construis une stratégie autour de ça. Donc il faut vraiment bien se poser les questions. Donc la stratégie de groupe, c'est ça, c'est de replonger une stratégie de croissance en cohérence avec ce que tu veux être, avec ce que les clients veulent être et ce que tu veux apporter. Ouais, virer, et ne pas prendre en compte les gens qui sont en dehors. Tu m'avais dit d'ailleurs que pour ça, tu préfères utiliser un petit Calendly sur ton site web plutôt qu'un formulaire de contact ou un chat, c'est ça? Par exemple, tu vois, quand tu utilises un chat, moi ce que j'avais remarqué, c'est qu'en fait j'avais beaucoup en fait d'étudiants, des choses comme ça. Et en fait j'ai volontairement mis une barrière à l'entrée qui est le Calendly, qui est un effort supplémentaire, mais au moins j'ai l'assurance que quand les gens ils viennent vers moi, c'est du qualifié en fait. Tu vois. Donc ça, quelque part, les gens qui veulent prendre un rendez-vous de 30 minutes avec toi, c'est qu'ils ont un besoin. Ouais. Et en même temps, c'est simple parce qu'en un clic, ils peuvent le caler dans leur agenda. C'est ça. Donc déjà, en fait, ça te permet, tu sais, souvent, en fait, quand tu as un formulaire, une demande de chat, tu vas dire, c'est quoi ta dispo, faut que tu répondes, machin. Donc les gens, ils hésitent. Avec un Calendly, c'est très simple. La personne, elle prend rendez-vous sur ton Calendly, sur ta dispo. Mais aussi, ça leur impose de dire pourquoi, en fait, ils veulent prendre rendez-vous avec moi. Et donc du coup, en fait, ça me permet de filtrer en fait ces gens-là et d'avoir en fait, pas perdre mon temps. Comme toi, tu peux peut-être souvent avoir, tu sais, des fois, tu as des leads, tu te dis. Ouais, des touristes, ouais. C'est ça. Voilà. Et c'est une barrière à l'entrée, ça s'appelle, c'est exclusivement ça, une barrière à l'entrée. Tu vois, c'est un peu comme dans les formulaires où on se dit, tu vois, des fois, c'est quoi votre budget? Ouais. C'est pas anodin. Par moment. Ouais, quel est le timing de votre projet? C'est ça. Parce que si des fois tu n'imposes pas ça, tu te retrouves avec plein de demandes à traiter et tu perds un temps fou sur des leads qui n'en sont pas. Donc voilà. Donc ça c'est une petite astuce pour justement ton funnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc ce fameux acquisition AR, ou alors toi le modèle plutôt en boucle, t'es plutôt en boucle plutôt qu'en pyramide? Ouais, moi je suis plutôt en boucle, c'est plutôt l'idée de te dire il faut vraiment construire une stratégie où en fait à la fin c'est tes clients qui te recommandent. Donc en fait finalement tu es le moins d'efforts à faire. Donc il faut vraiment construire une stratégie où ton tunnel c'est acquisition, mais rétention, et puis ça va jusqu'au referral, et ton referral te refait l'acquisition. En fait. Donc il faut vraiment penser à ça dès le début. Tu vois, c'est souvent pour ça que je dis, arrêtez de penser d'abord par l'acquisition, pensez par la fin en fait. Ayez un tunnel où en fait tout ce qui est lié à la conversion, à la recommandation, tout ce qui est lié à votre offre, ce soit canon, pour pas que vous dépensiez beaucoup d'argent à l'acquisition, et puis finalement que quand ça arrive au milieu du tunnel, c'est un flop. C'est tout à fait en phase avec ce que on va écouter dans quelques minutes avec Seth Godin, qui est justement l'auteur du livre Tribus, et où il explique qu'il faut avoir ces 1000 premiers clients qui vont être des fans absolus et qui vont pousser. C'est ça en fait, c'est avoir ces 1000 premiers clients qui vont avoir l'effet de traction. Ouais, c'est ça. Ok. Alors donc sur la partie dernier point, tu me disais aussi que c'était super important de travailler son persona, parce qu'il y a plein de gens qui venaient te voir et ils disaient ouais je veux faire des campagnes Google Ads, The Liquid Ads ou des choses comme ça, et puis finalement c'était pas le bon truc quoi. Ouais, le constat que je fais assez souvent, c'est qu'en fait les gens sont convaincus que leur persona c'est ce qu'ils imaginent, et puis en fait c'est pas ça. En fait, souvent, quand les boîtes créent un produit, elles le créent sur ce qu'elles pensent. Ouais, c'est ta vision déformée. C'est ta vision déformée. Et donc, tu vois, j'ai eu un cas, comme je te disais tout de suite, une entreprise qui avait créé une solution de business intelligence, tu sais, les trucs de reporting pour les contrôleurs de gestion. Et ils étaient focus sur l'idée de se dire, il faut que notre personnage, c'est le contrôleur de gestion, tu vois. Donc, on a fait une petite méthode d'acquisition sur LinkedIn très simple. On se dit, ok, on va les voir. On va aller vers eux. Et là, il s'est vraiment aperçu que c'était pas du tout leur cible. Au contraire, c'était leur ennemi. Parce qu'en fait, quand tu leur présentes un outil comme ça, les mecs ils se disent mais attends. Moi je fais mon reporting sur Excel, toi tu fais tout ce que je fais sur Excel. Voilà, quoi. Donc du coup mon poste il est en danger quoi. Et là ils se sont dit merde, c'est pas du tout ça. Donc du coup ça fait revoir ta com, ça fait revoir aussi un peu ton produit, et puis toute ta stratégie d'acquisition. Et tu t'imagines que si tu avais été une grande boîte et que tu t'étais dit tiens on va faire 1 million de budget là-dessus, machin, tu t'en aperçois trop tard. Ouais. D'où l'importance de tester son marché le plus rapidement possible. Important, tu vois. Le MVP, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et souvent, les gens sont convaincus qu'ils en ont un et ils n'en ont pas, en fait. Ça, je le vois tellement souvent. Donc, tu vois, le growth hacking, il prend vraiment son essence dans ça. C'est de se dire, ça te permet, en fait, de valider ton produit, de valider ton client et de valider ton offre, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu as validé comme offre avec un MVP il n'y a pas très longtemps? Un autre exemple, à part ce fameux logiciel de BI pour les contrôleurs de gestion. Ouais, alors il n'y a pas très longtemps, il y en avait un qui avait été assez rigolo. C'était un gars qui faisait du conseil, qui t'aidait à négocier en fait l'achat de ton appartement qui était sur plan. Ouais.
Et c'était un gars qui était dans le domaine et il s'était dit, bah tiens, j'ai accès à un site qui recense tous ces plans-là. Comment je peux faire un site facilement dans la langue Popé, tu vois? Donc on avait créé un script en fait qui allait reconstituer son site grâce à ça. Donc en fait il reprend tous les sites d'annonces sur plan et il va en fait les ajouter dans son site à lui. Et tu vois, on enrichissait même les trucs avec du Google Maps, des trucs, tu vois. Finalement on avait un site qui était carrément mieux que les autres, mais qui était automatisé, donc ça a coûté pas grand chose si tu veux. Et lui, à partir de là, donc on a aussi automatisé la création de campagnes AdWords sur les mots-clés. Tu vois, comme c'était automatisé, ton investissement de départ, c'est la création du script. Et puis, du coup, ça faisait quoi très facilement. Et là, il a pu valider le fait qu'il y a un vrai besoin. Et bingo, quoi. Donc, en fait, il était bien référencé via Google Ads. Enfin, référencé, c'est pas du référencement, mais visible sur les programmes immobiliers. Les gens allaient sur son site et ils faisaient la transaction et l'annexaient. Ça, si tu veux, en fait, généralement, les gens, en fait, si tu veux, ils se disaient, tiens, je suis intéressé, la villa, machin truc. Tu sais, ils ont tendance à te taper sur Google, et puis lui, tout, boum, il arrivait en annonce, et puis il te disait, en gros, je te négocie ton bien, quoi. Bah oui. Voilà, boum, les gens y allaient, quoi. Et ça, c'était super. Et puis en plus, comme on avait bien fait les fiches, qu'elles sont en référencement naturel, au bout de quelques mois, en plus, elle remontait en naturel, tu vois, c'était génial pour lui, quoi. Donc il s'est retrouvé à créer un produit, quelques milliers d'euros, finalement, très simplement. Et imagine, il aurait payé un développeur à faire ça tout seul. Ouais. Ça aurait été énorme, quoi. Ouais, là, il a pu tester rapidement. Alors là, on a vu la partie growth. Si on passe maintenant sur la partie hacking, c'est souvent en fait ce que retiennent les gens, alors que c'est pas, comme on l'a vu, le plus important. C'est de valider son produit, tester, optimiser. Est-ce que tu peux nous donner tes petits conseils de hacking et déjà la philosophie que tu as en termes de hacking? La philosophie de hacking, c'est juger en fait les avantages et les inconvénients quand tu fais une action. Des fois, on va transgresser les CJU, tu vois, les CJU LinkedIn, où on dit c'est interdit d'utiliser des extensions, c'est interdit de faire des trucs. Mais si tu le testes, si tu le fais dans des bonnes limites, c'est quoi le risque? Ouais, tu as ton compte suspendu pendant 24 heures et voilà. Si tu fine-tunes bien, ça le fait pas. Donc vraiment, c'est souvent ça en fait, c'est bien juger en fait les efforts, les risques. Alors qu'il y a des fois, et vraiment, tu vois, j'ai des demandes des fois, tu sais, en Black Hat SEO. Ouais. Là, tu te dis, non, c'est quand même tendu, c'est chaud, tu vois, faire des réseaux de sites, des trucs comme ça, tu te dis, ouais, ça va te coûter de l'argent, et dans 6 mois, t'es mort. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, toujours bien mesurer, en fait, l'impact de ce que tu fais, en accord avec le client, quoi. Donc, nous, si tu veux, quand on a des demandes, on a des fois des demandes assez farfelues, quand même. Et bon, ça nous arrive aussi de dire non. Le problème, c'est que comme on est référencé agence de proof hacking, les gens se disent il va me faire des trucs un peu illégaux, il va me scraper des emails, il va me balancer des trucs alors que alors moi je suis c'est plus interdit, très fan de ça, scraper des emails, bien sûr. Déjà c'est illégal en B2C et en B2B c'est quand même vachement limite quoi. Et puis tu peux te griller facilement parce que c'est ce qu'on disait en préparant la conf, c'est que tu peux construire une réputation et en 5 minutes avec une campagne d'email tu peux te griller. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'on est tellement saoulé des emails. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus fin, tu vois, en usage avec LinkedIn où tu abordes les gens de façon, tu vois, progressive que l'emailing. C'est quand même assez rare que ça fonctionne super bien. Ouais. Justement, tu as un truc qui est pas mal, c'est tu utilises LinkedIn Helper et sur les commentateurs de tes posts, tu as une petite stratégie là-dessus. Ouais, si tu veux, on applique une stratégie un peu de lead scoring au social selling. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une stratégie de ce qu'on appelle d'inside selling, c'est-à-dire que tu vas avoir une stratégie de contenu sur LinkedIn pour montrer ton autorité, montrer ta compétence. Et tous les gens en fait qui postent, enfin qui commentent et qui likent tes commentaires, avec l'outil, on va venir les taguer et les taguer dans un CRM social du coup. Et donc du coup, à la force commerciale, eux, ils se retrouvent avec un pipe drive où en fait ils ont le score en fait de ces gens-là et ils peuvent du coup interagir en fonction, tu vois, si par exemple tu as eu un commentateur qui t'a commenté 5 fois, tu vas pas l'aborder de la même manière que si c'est un mec qui t'a commenté qu'une fois. Ouais. Pareil, si c'est quelqu'un qui te commente systématiquement de façon agressive, tu vas pas l'aborder pareil. Et en plus, ça te donne un alibi d'aller vers eux en fait. Ouais, vous avez commenté mon post cette semaine ou c'est le 3e commentaire. C'est vraiment ce qu'on appelle automatiser la remontée de signaux faibles. Et c'est ce qui te permet de qualifier ton lead quoi, et d'enrichir ta base de CRM. D'accord. Ça c'est assez simple à faire, hein. Tu connais l'outil, hein. C'est pas cher. 10 balles par mois en abonnement. Ça demande un petit peu, tu vois,
dextérité pour savoir l'user, les taguer, mais bon, c'est accessible à tout le monde, quoi. Alors, est-ce que tu as un autre petit hack à nous présenter ou un outil que tu utilises et qui a généré il y a pas très longtemps des petites surprises, ou est-ce que au niveau de la conversion, d'ailleurs tu utilises quoi pour faire l'A/B testing? Parce qu'il y a beaucoup on parle souvent d'Hotjar parce que c'est un classique, mais je crois que tu trouves que c'est un peu trop gourmand en mémoire. Hotjar, c'est assez gourmand. Moi, ce que alors Hotjar, en fait, c'est bien pour faire les heatmaps, par exemple. Du live recording aussi, ça c'est super intéressant, le live recording, surtout quand tu sors un projet, de regarder un peu le comportement des gens. Bah ouais, il y a pas longtemps, je travaillais sur un formulaire comme ça, j'étais en train de me dire, mais putain, on n'est pas bon sur le formulaire, ça va pas, et j'avais beau dire, non, ça va pas, et il me disait, mais non, mais tout va bien, et je dis, bah attends, on va mettre Hotjar, et tu vas voir tout de suite ce qui va se passer. Et là que tu vois les gens qui scrollent et ils vont pas jusqu'au formulaire ou un truc comme ça. Tu vois en fait que l'écran s'affiche pas comme toi tu le pensais en fait, ou t'as des trucs qui bug. Et donc moi je te conseille, c'est Yandex. Yandex? Ouais, parce que tu sais, Yandex, ils ont l'équivalent de Google Analytics. Yandex, c'est le moteur de recherche russe. Et dans leur Google Analytics Yandex, ils ont un live recorder et un heatmap. C'est gratos. Ah ouais? Et il est assez efficace, il est pas mal. Mais je crois qu'il y a Bing aussi qui en a sorti un, j'ai pas testé. Ouais, c'est Microsoft, je sais plus quoi, Clean ou je sais pas quoi. Yandex, il est pas mal, il est gratos en plus. Ouais. Donc celui-là est pas mal. Voilà. Alors quels outils tu utilises à part donc tu utilises Donkey-Delper, tu utilises donc Yandex? Alors moi j'utilise un truc qui est assez, c'est un outil russe. Ça s'appelle Zenoposter. Ah oui, c'est hyper connu dans le SEO ça. Ouais, c'est souvent connu dans le SEO, mais en fait ça te permet de faire des scripts. Pardon? Faire des scripts. De faire des scripts, donc de simuler ton acte humain sur. Mais c'est bien fait parce qu'en fait c'est juste, tu sais, tu prends des cases et tu le fais en live. Donc c'est assez pas mal, et franchement c'est hyper puissant quand tu le maîtrises. Tu arrives à faire des tu peux faire du code en plus, pas juste des. Tu arrives complètement à automatiser ce que tu fais sur LinkedIn par exemple. Moi le premier bot que j'avais fait sur LinkedIn, j'avais fait avec ça. Ah oui. C'est hyper puissant. Donc c'est vrai que c'est souvent utilisé dans le SEO, mais franchement, le truc c'est illimité quoi. Et c'est du no-code. Par contre, quand je dis c'est du no-code, il faut quand même s'y connaître en algorithmique, tu sais, parce que souvent en fait il faut faire des si, des alors, des trucs comme ça. Donc si t'as pas assez de fibres informatique, tu vas galérer. Tu galères quoi. Mais moi c'est un super outil que j'adore, Zenoposter quoi. Puis bon, après il y a des classiques, tu connais Zapier. Zapier commence à avoir des petits concurrents aussi très sympas. Mais ouais, Zapier c'est bien, surtout les Webhook, ça c'est cool quoi. Et en emailing, qu'est-ce que tu utilises de beau? Alors en emailing, j'utilise pas mal de choses, je m'adapte en fait au client. Parce que souvent le client il a son propre provider d'email. Donc j'aime bien Sendinblue, parce que bon c'est des Français. Qui sont pas trop chers, sincèrement pour le prix, tu as une API dédiée, tu peux en acheter plusieurs, tu peux acheter un nom de domaine. En fait, sur les emails, tu sais, quand tu mets une base, si ta base elle est pas propre, d'entrée ils te le disent. Et du coup ça te fait gagner. D'ailleurs oui, avant il y avait Léo Patu là qui avait un outil gratuit de vérification d'email, et maintenant c'est payant quasiment les vérifier sur la base d'email pour virer quand tu passes d'un outil d'emailing à un autre. Faut bien nettoyer le truc quoi. Ça c'est. Ouais. Mais sinon, tu vois, un bon provider d'email, c'est Gmail. Ouais. C'est avec les bonnes extensions qui te permettent, les YAM, des trucs comme ça qui permettent de faire du public postage et tout. C'est plutôt pas mal aussi. C'est pas très compliqué à utiliser, mais j'aime bien utiliser Gmail aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que la délivrabilité, forcément, comme c'est des emails entre guillemets perso, ça va être pas mal. Ok, alors je crois que tu vas sortir un bouquin d'ici peu de temps. Ouais, on sort un bouquin avec Sébastien Tortu en octobre chez les éditions du No que tu connais aussi. Ça va s'appeler l'Ikigai de Mars, c'est comment émerger dans un marché saturé pour une entreprise. Donc, si tu veux, c'est un livre où on délivre un peu tous nos conseils et la philosophie qu'il faut adopter pour créer ta stratégie marketing. Donc en fait, c'est toutes les étapes que tu dois franchir pour être en phase avec ton client et ta marque. C'est vraiment un livre axé plus inspirationnel et stratégique que opérationnel, comme tu vois, tu es plus opérationnel. Mais c'est vraiment né d'un constat qu'on avait tous les deux de gens qui venaient, de clients qui venaient vers vous, de prospects qui venaient vers nous, où des fois, tu sais, c'était un peu comme les perles du bac, toi. Tu te dis, des fois, ils te posent des questions, tu dis, ouais, non. Tu vois, genre, je veux faire du SEO, mais ouais, mais non, t'as pas forcément besoin de faire du SEO. Ou alors,
t'as pas de marque de puissance, t'as pas de distinctivité, qu'est-ce qui te rend unique, tu vois. Bah ouais, parce que si ton produit c'est comme les autres, ils vont te dire non mais c'est un peu plus design, c'est plus joli, mais non mais ça c'est pas ça la différence. Le design en plus c'est un truc, c'est peut-être design pour toi, ça l'est pas pour ton client. Et donc si tu veux, quand tu fais une action marketing, si t'es pas bien aligné sur ta marque, sur ton client, sur ton produit, sur tes ambitions, parce que tu sais, t'as des gens aussi qui n'ont pas des ambitions de devenir des multinationales et ça, bah ça marche pas. Ouais. Donc c'est tout ce précepte et ce concept qu'on essaye d'inculquer pour que tu puisses émerger dans un marché entre guillemets saturé, quoi. Parce que on aime bien aussi raconter une chose, c'est que on nous vend souvent l'idée d'être différent. Nous on préfère le mot distinctivité. Tu peux être différent, mais s'il n'y a rien qui te démarque, tu vois, si tu le cries pas au monde, ça sert à rien. Ouais. Et puis cette différence, elle est souvent, c'est toi qui te fais ce rapprochement sur cette différence. Non, c'est le client qui doit la faire en fait. Ouais, il doit identifier tout de suite. Ouais. Donc distinctivité, c'est hyper important pour nous. Donc voilà, ça sort le 7 octobre. Et ça s'appellera L'ikigai de marque. Ok, bah merci alors. T'en prie. Ciao ciao. Ciao.